Bienvenue dans ce nouvel immédiat. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Yves. Perquisition de l'appartement de Jean-Luc Mélenchon et des locaux de la France Insoumise. De nombreux journalistes dénoncent la violence du député, un éclat de trop ou une justice aux ordres du pouvoir politique. Balance ton poste, la nouvelle émission de Cyril Hanouna ferait dans le sulfureux. L'animateur phare de la chaîne C8 a invité dans son émission une femme en burqa et Émile Duport, un IVG sceptique. Devinez quel invité a fait réagir les journalistes et le gouvernement. Deux journalistes du Monde, Davé et L'Homme, publient une enquête sur l'islamisation de la France. Inch'Allah, une enquête décrite comme rigoureuse, mais une enquête presque plus évoquée sur le fond que sur la forme. Et vous retrouverez votre zapping et les tweets d'immédiat. Perquisition de l'appartement de Jean-Luc Mélenchon et des locaux de la France Insoumise. Eh bien, certains journalistes étaient présents, notamment les journalistes Le Quotidien. Ils vont filmer la scène et ça va se faire avec perte et fracas. Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Touchez pas, monsieur Mélenchon. Vous ne me touchez pas. Ne touchez pas. Très rapidement, l'affaire fait énormément de bruit et puis les journalistes vont s'intéresser de nouveau aux prétoriens de la France Insoumise. Pour Libération, eh bien Jean-Luc Mélenchon, cette affaire, c'est l'éclat de trop. Très rapidement, en fait, dans les médias, son attitude va être dénoncée. Son attitude est indigne d'un représentant de la République. Qu'est-ce qu'il a montré mardi, Jean-Luc Mélenchon? Qu'il était incapable de maîtriser ses sentiments. On l'a vu excessif dans ses attitudes. Grotesque, mais alors, comme on n'a jamais vu un dirigeant politique dans ses expressions. La République, c'est moi. Mais Louis XIV disait, l'État, c'est moi. Vous voyez, on en est là. En fait, là, les médias sont en train, si je puis me permettre, de lepéniser Mélenchon. Le Pen Jean-Marie, pas Le Pen Marine, dans la mesure où ce qui est ensuite présenté comme des dérapages ou des excès, servent à établir un plafond de verre pour empêcher une progression trop grande et, le cas échéant, une victoire possible lors d'un deuxième tour d'élection. Voilà, c'est ça le traitement médiatique qui est fait, qui correspond sans doute à une certaine réalité d'ailleurs. Depuis cette affaire, évidemment, le député Jean-Luc Mélenchon est, on pourrait dire, pratiquement littéralement harcelé par les journalistes. Il est même coincé par plusieurs questions qu'on lui pose. Et vous allez voir le comportement qu'il a eu face à une journaliste. Pas bon. Monsieur Mélenchon, comme vous disiez sur la Croix il y a quelques mois, quand vous pointiez les déboires judiciaires de Fillon et de Le Pen, que c'était une décadence de la République. Hein? Parce que... Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi votre question, madame? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Quelle époque? Quelqu'un a-t-il une question formulée en français? La séquence va être évidemment commentée par le journaliste, l'éditorialiste plutôt, Christophe Barbier, qui va essayer d'expliquer l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, pour qui, justement, eh bien, ces journalistes sont les valets du pouvoir. Mais quel mépris, quel sujet. Ah oui, mais attendez, mais c'est de la politique. C'est de l'idéologie. C'est la définition du monde selon Mélenchon. D'un côté, il y a le peuple. Le peuple, c'est lui, ses troupes, ses électeurs. Et puis, en face du peuple, contre le peuple, au-dessus du peuple, il y a le système. Et dans le système, il y a les maîtres, la finance internationale, et puis il y a les valets. Et les valets, c'est nous, les journalistes. Alors, il y a derrière ça quand même une certaine querelle de légitimité. Est-ce que la légitimité, elle est du côté des élus ? Et Mélenchon, moi je ne partage pas les idées de Mélenchon, mais c'est un élu, c'est un parlementaire qui représente un groupe politique. Est-ce que la légitimité est d'abord de ce côté-là, du côté des représentants du peuple, des tribuns du peuple, pourrait-on dire, ou est-ce qu'elle est d'abord du côté des juges et des médias? Et on voit, c'est une scène quand même fréquente qui explique beaucoup de choses dans la vie politique actuelle, une alliance des juges et des médias contre des hommes politiques, ou en tout cas contre certains hommes politiques. Il y a eu l'alliance des juges et des médias contre Fillon, il y a eu l'alliance des juges et des médias contre Marine Le Pen, il y a l'alliance des juges et des médias contre Jean-Luc Mélenchon. C'est pas inintéressant à constater. Séquence extrêmement intéressante, notamment c'est avec Bourdin face à Jean-Luc Mélenchon, qui pose cette question: est-ce que vous regrettez ce geste ? Eh ben, parce que je me défends. Est-ce que vous regrettez? Voilà. Et vous regrettez pas de me parler comme ça? Vous regrettez pas? Vous êtes journaliste ou vous faites le service après-vente? Est-ce que vous regrettez? Alors, Bourdin est toujours extrêmement agressif avec ses interlocuteurs politiques, en tout cas avec les interlocuteurs politiques qui sont pas tout à fait dans sa ligne de marais systémique. Hein. Le marais du système, c'est Bourdin, donc tout ce qui en sort, il est assez agressif avec eux. Et là, Mélenchon répond quand même assez durement, puisqu'il met lui-même en cause Bourdin. Il ne se contente pas d'être mis en cause par Bourdin, il met en cause Bourdin. On retrouve là
l'opposition, médias, hommes politiques. Les journalistes qui évoquent le fait que c'est l'éclat de trop pour Jean-Luc Mélenchon, et Jean-Luc Mélenchon qui, lui, fixe sa ligne de défense sur la mise en cause de la justice. Entendu ce jeudi, Mélenchon dénonce une justice à deux vitesses. Est-ce que cette ligne est juste? Est-ce qu'elle est reçue en fait dans les médias? Eh bien, on arrive à l'entendre. On arrive à l'entendre un tout petit peu, notamment sur France Info, avec cette idée que la justice n'est pas complètement impartiale. La justice, on se souvient de cette vieille histoire de l'affaire des murs des camps. C'est parfaitement scandaleux, parce qu'il peut avoir raison, il pourrait avoir raison de dénoncer la politisation de la justice. On l'a vu, souvenez-vous, sur Atlantico, on avait publié le mur des cons. Donc, oui. Et on a vu un certain nombre d'affaires qui ont montré que oui, il y a une politisation de la justice, oui, la rapidité d'exécution des calendriers, des enquêtes n'est pas la même selon que vous soyez au pouvoir ou dans l'opposition. Dans Le Monde, on reprend un peu les paroles de Jean-Luc Mélenchon. Après les perquisitions au siège de la France Insoumise, Mélenchon parle d'une opération de police politique. C'est toujours ce lien qui est fait d'ailleurs entre la politique et la justice. Il est clair que quand des dizaines de policiers pénètrent dans le siège d'un parti politique, accompagnés, le cas échéant, par un procureur ou un représentant du procureur de la République, oui, on est dans le cadre d'une police politique et d'une justice politique, puisqu'ils interviennent dans un domaine politique. C'est incontestable. Pour les décodeurs du Monde, toujours dans Le Monde d'ailleurs, les éléments de langage de Jean-Luc Mélenchon sont faux, parce que non, la perquisition subie par Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise n'est pas politique. Il décortique les différents éléments de langage de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, et on retrouve cet argument, la comparaison avec Emmanuel Macron est-elle pertinente? Non, elle n'est pas pertinente, parce que le président de la République est le chef de l'État, et donc, évidemment, on ne peut pas être poursuivi par la justice pendant le temps de son mandat. Alors, c'est assez intéressant de voir, il y a eu longtemps des immunités parlementaires. Des immunités parlementaires qui protégeaient les parlementaires de toute poursuite. Et qui avaient un but, tout simplement, de protéger leur indépendance. Les immunités parlementaires ont disparu. C'est sans doute assez regrettable, parce que l'immunité parlementaire, c'est ce qui permet la démocratie représentative. Pour qu'un parlementaire représente librement l'opinion de ses électeurs, il ne doit pas pouvoir être poursuivi, surtout pas pour des affaires liées à la politique. Mais elles ont été supprimées au cours des 30 dernières années. En revanche, il est resté l'immunité pour le président de la République. Et c'est, je pense, une bonne chose, car il faut que l'homme politique puisse avoir une certaine liberté d'agir sans être en permanence sous la menace de poursuites judiciaires plus ou moins justifiées. Voilà. Et donc, effectivement, il reste des immunités présidentielles, il n'y a plus d'immunité parlementaire. Ceci étant, il y a quand même des immunités pour l'entourage du président, parce qu'on voit les juges là, et le procureur très allants, on voit les juges et on voit les policiers et le procureur très allants sur l'affaire Mélenchon. On les a vus beaucoup moins allants sur l'affaire Benalla, où ils ont laissé disparaître sans poursuite le coffre, un élément donc de preuve. Ils l'ont laissé disparaître. Ils n'ont pas recherché non plus la femme ou la pseudo-femme de Benalla. Donc on voit très bien, et là c'est quand même pas le président de la République, c'est un auxiliaire. On voit très bien qu'il y a deux poids, deux mesures entre le pouvoir et l'opposition au pouvoir. Dans Le Figaro, le journaliste Yvan Rioufol évoque Mélenchon à tort, mais la justice aussi. Bon, ça a un côté jugement de Salomon, mais c'est pas tout à fait faux, parce que Mélenchon s'est sûrement fait du mal en termes d'image, mais la justice, elle apparaît quand même de plus en plus partisane. Et je crois qu'il faut imaginer la scène. Mais j'aurais pu dire la même chose quand il y a eu une perquisition au siège du Front National, et où Marine Le Pen elle-même avait protesté, je crois, en cachant son téléphone portable dans son corsage pour éviter que la police ne s'en empare. Mais si on veut porter un jugement sur l'opinion médiatique dans cette affaire, il faut transposer la scène. Voilà, vous voyez la scène. Un parti d'opposition, quel qu'il soit, d'ailleurs le Front National ou la France Insoumise, fait l'objet d'une perquisition massive
avec des dizaines de policiers qui débarquent dans le parti, qui débarquent dans le domicile. On imagine la scène en Hongrie. Si le pouvoir hongrois de M. Orbán se permettait de faire cela pour un parti d'opposition, on va dire, libéral-libertaire, qu'est-ce qu'en diraient les médias français? Les médias français, ils ouvriraient probablement toutes leurs séquences, leurs 20 heures, leur une, sur les atteintes à la démocratie en Hongrie. Et en France, on ne traite pas ça comme ça, on dit bah oui c'est normal, il n'a peut-être pas tout à fait respecté les lois, etc. Ce qui est tout à fait possible au demeurant. Mais véritablement, le traitement médiatique n'aurait pas été le même pour un événement qui se serait produit en Hongrie, ou en Pologne, ou en Russie, que sais-je encore. Pays qu'on présente comme non démocratique, mais où les pouvoirs en place ne se permettent pas ce que se permettent la justice et le pouvoir en France. Moi, j'entends votre propos, Jean-Yves, sur la question de l'immunité, sur la question justement de l'atteinte à la démocratie. Mais que faire quand un grand parti politique est soupçonné de fraude ? Vous savez, il y a une règle, il y a quand même un texte dans la Constitution qui dit que les partis politiques s'administrent librement. Et pourquoi ils s'administrent librement? Parce que s'ils ne s'administrent pas librement, ça pose problème. Alors, dans une campagne électorale, où il y a 15, 20 millions, 25 millions qui sont dépensés, vous pouvez toujours trouver quelque chose à reprocher, quel que soit le candidat. Le code pénal est tellement vaste que si on appliquait strictement le code pénal, et je pense que nos amis internautes n'en sont peut-être pas conscients, si on appliquait strictement le code pénal, on ne mettrait pas en prison 60 000 personnes, on ne mettrait pas en prison 600 000 personnes, on mettrait en prison 6 millions ou 10 millions de personnes. Alors qu'est-ce qui régule le code pénal? C'est un principe qui s'appelle l'opportunité des poursuites. On poursuit ou on ne poursuit pas. Et il y a des cas où on poursuit avec des moyens massifs, quand il s'agit des partis d'opposition, et il y a des cas où on ne poursuit pas, quand c'est des partis de pouvoir, ou tout simplement quand c'est de la délinquance de banlieue. Donc il y a vraiment la régulation de la justice par l'opportunité des poursuites, et comme par hasard, les poursuites sont plus opportunes quand elles visent l'opposition que quand elles visent le pouvoir. Jean-Yves, passons au zapping des médias. Enfin reconnus mineurs, les deux garçons sont scolarisés depuis la rentrée. Damien en CAP horticole, Chèque au CLEPT, le collège-lycée élitaire pour tous. Mais les traumatismes sont encore là. J'ai dormi dehors à Grenoble ici, j'ai dormi dehors dans des autres villes de la France, mais j'ai jamais vu un jeune Français de mon âge qui dort dehors. On nous traite d'indifférents, c'est injuste. Anne Hidalgo va donc utiliser des bâtiments vacants, des lieux municipaux pour créer des places d'hébergement pour les sans-abri, dont une salle de l'hôtel de ville de Paris, salle que nous avons pu, vous le voyez, visiter ce dimanche. Visite signée Clotilde Hazard. Un adolescent décédé cet après-midi après avoir été blessé à coups de barre de fer. Il était environ 19h hier soir au Lilas en Seine-Saint-Denis. Une rixe éclate entre deux bandes rivales. Une vingtaine de personnes étaient présentes. Le jeune, âgé de 12 ans, est alors grièvement blessé aux jambes. Il est ensuite transporté à l'hôpital Robert Debré. Les proches d'Adama Traoré attendaient ce rapport d'expertise depuis 1 an. C'est le 4e depuis la mort du jeune homme en juillet 2016. La famille a appelé à manifester de la gare du Nord au palais de justice de Paris pour en rejeter les conclusions. L'extrême droite qui entre au Parlement Bavière, revers historique pour Angela Merkel. Son allié, la CSU, arrive certes en tête des élections régionales, mais avec un score de 37%. C'est le pire depuis 60 ans. Les grands gagnants de ce scrutin sont les écologistes, arrivés 2e, et l'extrême droite en 3e position. L'extrême droite qui fait son grand retour en Bavière, ça rappelle forcément les années 30, Gilles William. Il ne faut jamais oublier, et c'est là où nous sommes directement concernés, que l'Arabie Saoudite est le foyer spirituel et financier du terrorisme international. S'agissant de France Inter, cette radio où je ne suis jamais invitée, il faut le dire quand même, jamais. Alors, ils préfèrent avoir, Madame Charline, je ne sais plus comment. Vannenecker. Voilà. C'est votre hologramme parfait. Hein. Oui, enfin, donc, je ne suis jamais invitée. J'ai l'impression qu'en fait, on assiste à une espèce de service public confisqué, vous voyez ce que je veux dire. Dogmatique, militant.
Bon, écoutez, moi, les comparaisons avec les années 30, elles m'agacent profondément parce qu'elles traduisent une minimisation de ce qu'ont été les années 30. Et c'est aussi un moyen commode de refuser de regarder la réalité en face. La réalité en face, c'est que Mme Merkel, sans consulter du tout le peuple allemand, a décidé de faire rentrer 1,5 million de migrants. Hashtag sexisme, hashtag politique, hashtag question au gouvernement. Hashtag sexisme, hashtag sexisme. Mais hashtag les mots ont un sens. Parce que hashtag humour. Hashtag rien de mieux à faire. Hashtag quand le nouveau monde commence à ne plus avoir d'humour, c'est le début de quelque chose de vraiment flippant. Pour 4 évêques et une pseudo-intellectuelle anti-PMA invitée sur vos plateaux, combien de lesbiennes à la une? Bonjour, je suis Marie Laborie, je suis lesbienne, j'ai 2 enfants, des jumeaux que nous avons eus après avoir eu recours à une PMA en Espagne. Jennifer doit accoucher dans 4 mois. Un heureux événement qu'elle aimerait vivre dans la maternité du Blanc à seulement 5 minutes de son domicile. Mais celle-ci est fermée depuis le 28 juin. C'est à Châtellerault, à 1 heure de route, qu'elle devra finalement accoucher. On va faire 45 km de la petite route de campagne. Le réseau téléphonique est très mauvais sur cette route. Ici, en une nuit, le paysage a radicalement changé. Dans ce quartier de Trèbes, tout est sous les eaux. Le terrain de football en grande partie submergé, recouvert de boue. Les jardins engloutis, transformés en petits étangs. Les routes quasiment impraticables. Alors qu'ils s'apprêtent à monter à bord de la fusée Soyouz, l'Américain Nick Hague et le Russe Alexei Ovtchinine n'ont pas idée qu'ils vont déjouer la mort. Pour les archéologues norvégiens, c'est la 4e découverte du genre. Des restes d'un bateau viking enfoui à 50 cm sous terre, au beau milieu d'une sépulture. C'est grâce à l'utilisation d'un radar que les scientifiques ont détecté une forme peu ordinaire, longue de 20 mètres et qui pourrait s'apparenter à un navire, le plus long jamais découvert. Bien, bah alors un zapping qui se termine par une assez belle découverte archéologique, une tombe viking qui va sans doute être excavée et dans lequel il y aura sans doute beaucoup de découvertes. C'est notre passé, le passé de l'Europe, le passé lointain, qui est en train de ressurgir à travers ces événements, et les découvertes archéologiques sur notre passé sont de plus en plus importantes. Et notre passé n'est pas toujours respecté, parce que quand Madame Hidalgo, pour faire un coup médiatique, veut transformer une salle classée monument historique de l'Hôtel de Ville de Paris pour y installer un camp de migrants, un camp de clandestins... C'est décrit comme un camp de SDF, hein, donc c'est... On ne sait pas si ce sont des clandestins, je ne sais pas si ce sont des migrants. Bon, alors on verra, mais en toute hypothèse, c'est une opération médiatique qui ne respecte pas le patrimoine. Il peut y avoir d'autres lieux pour accueillir les SDF. Si on accueille les SDF, c'est bien, mais en fait, si les SDF n'ont pas de place, c'est parce que les places qu'ils devraient avoir sont occupées par les clandestins. Alors, on a aussi une séquence sur la Bavière. Alors là, on a la double désinformation. On nous explique que c'est une progression des Verts. Oui, effectivement, les Verts reprennent les voix perdues par le Parti socialiste. C'est surtout une progression de la droite. Alors, il y a un recul du parti allié de Merkel, la CSU, mais il y a une progression des Citoyens libres de Bavière, un parti de droite modérée. Il y a une progression du parti libéral, FDP. Et il y a une entrée en scène du parti anti-immigration, AfD. Tout ce petit monde fait plus de 60%. Donc il y a une majorité de droite très claire en Bavière. Simplement, évidemment, on va déformer tout cela en mettant en scène la progression des Verts, assez artificielle encore une fois, puisqu'elle se fait au détriment simplement des socialistes du SPD, et en disant, en évoquant à propos de l'entrée du parti anti-immigration, ça nous rappelle les années 30. Les années 30, c'est devenu l'argument, le point Godwin, pour empêcher toute réflexion et toute critique du système politique dominant. Le système politique dominant, Nadine Morano, elle le critique assez gentiment en parlant à propos de France Inter, de services publics confisqués. Et c'est vrai que France Inter
est un média de propagande immigrationniste, mondialiste, gauchiste, qui dépasse vraiment les bornes. Mais c'est pas grave, chers amis internautes, c'est avec l'argent de la redevance. Voilà. Mais enfin, ça doit vous conduire à aider aussi TV Liberté, parce que nous n'avons pas l'argent de la redevance. Petite séquence qui rappelle quelque chose qu'on a dit, une séquence de Quotidien d'il y a 3 semaines ou un mois qu'on avait commenté. Quotidien trouvait absolument scandaleux, avait fait un sujet parce que dans l'ouest de la France, on ne trouvait pas de centre d'IVG à moins de 45 minutes de voiture. Eh bien là, on trouve, toujours dans l'ouest de la France, d'ailleurs pas au même endroit, une clinique. On ne trouve pas de centre d'accouchement à moins de 45 minutes de voiture. Et a priori, c'est quand même plus préoccupant parce qu'il y a sans doute davantage d'urgence, ou il peut y avoir davantage d'urgence dans un cas que dans l'autre. Mais ce n'est pas un sujet de Quotidien, évidemment. Passons à la troisième partie. Balance ton poste, balance ton contrevenant. Balance ton poste, c'est la nouvelle émission de Cyril Hanouna. Elle était annoncée en juillet dernier. Cyril Hanouna va lancer un talk show en direct chaque vendredi soir. Il se trouve que depuis, elle a été lancée et il se trouve que l'émission trouve son audience. Elle parvient désormais à fédérer 500 000 téléspectateurs. C'est une assez bonne audience parce que l'émission est diffusée assez tardivement. Petite évolution justement, juste après cette réussite, l'émission va être décalée. Au lieu d'être pratiquement, je crois, à 23h, elle va être décalée à peu près à 21h30. Pourquoi parlons-nous de cette émission? Pourquoi j'ai planté ce décor un peu longuement? C'est qu'on a eu 2 invités à la suite, 2 invités relativement sulfureux. Le premier invité, c'est une femme en burqa. C'est-à-dire vêtue intégralement d'un voile et on ne voit dépasser que les yeux. La religion, déjà, le très important, c'est le comportement. Et il faut distinguer les gens d'après leur qualité. C'est vrai. Moi, je vois les choses comme ça. Tout à fait. Moi, je ne juge pas les gens comme ça. Moi, ça ne me gêne pas. Si je vois quelqu'un, soit une femme, elle porte le niqab ou elle porte un short, pour moi, c'est pareil. Merci. Moi, je respecte. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'en fait, pendant cette séquence, on peut s'apercevoir que la plupart des sociétaires sont assez dérangés par la présence de cette burqa. On n'est pas du tout, pour moi, on n'est pas du tout dans la promotion de cette burqa. On est dans la promotion de la burqa dans la mesure où on la montre, on l'interroge, on la banalise quelque part. Voilà, on la banalise quelque part, comme on a banalisé le voile islamique. Le voile islamique, il est apparu il y a 30 ans, il est aujourd'hui banalisé, il est dans toutes les rues, partout. La burqa, c'est un petit peu le même phénomène, on la banalise, petit à petit, on commence à la voir. Deuxième invité dit dans les médias sulfureux, c'est Émile Duport qui se décrit lui-même comme IVG sceptique. Parce qu'ici, tout le monde est pour et je pense que beaucoup de nos téléspectateurs sont pour également. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire pour les faire changer d'avis? Écoutez, pour moi, le meilleur IVG, c'est celui qu'on évite. Ces 2 invités passent pas. Ces 2 invités passent pas. En tout cas, il y en a un d'ailleurs qui va beaucoup moins passer dans la presse que l'autre. Dans l'Express, on évoque femme battue, IVG, les sondages fous de Cyril Hanouna. Pourquoi? Parce qu'au moment de cette émission, Cyril Hanouna a tweeté un sondage. Interruption volontaire de grossesse, êtes-vous pour ou contre? Dans Marianne, on évoque pour ou contre l'IVG, pour ou contre la burqa, les nouveaux débats d'actu hallucinants de Cyril Hanouna. Et ce passage qui m'a vraiment intéressé. Reste que les jeunes téléspectateurs ont également pu entendre les propos d'Émile Duport, celui qui se défend comme IVG sceptique. Il est le chef de file de l'association sobrement intitulée Les Survivants, qui a notamment déclaré en plateau que l'avortement prive un enfant sur 5 de la chance de naître, mais nous fait beaucoup de mal en France, ou encore que le meilleur IVG, c'est celui qu'on évite. Je rappelle le début de la phrase. Reste que les jeunes téléspectateurs ont également pu entendre les propos d'Émile Duport. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que globalement, l'émission donne essentiellement la parole à ceux qui sont favorables à l'autorisation de l'avortement. Et il y a effectivement quelqu'un qui fait valoir un autre point de vue, sans forcément être pour son interdiction, qui fait valoir que c'est tout simplement la suppression d'une vie. Bon. Et ce qui choque, ce n'est pas... il y a déjà un déséquilibre, puisqu'il y a davantage de
de partisans que d'adversaires. Des équilibres assumés, d'ailleurs, évoqués, mais des etc. équilibres assumés. Mais ce qui choque, là, le commentaire, c'est qu'il y a un autre point de vue que le point de vue dominant qui soit exprimé. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on est vraiment là dans une logique de monopole de l'opinion. Il ne doit y avoir qu'une seule opinion qui a le droit de citer. C'est tout à fait hallucinant, de totalitarisme peut-être inconscient. Au-delà même de la réaction des journalistes, on a même eu des réactions de politiques. Balance ton poste, Cyril Hanouna lance un débat sur l'avortement. Une ancienne ministre lui répond. Eh bien, c'est Laurence Rossignol qui est intervenue pour lui dire que c'était pas bien de faire un débat sur l'IVG. Plus hallucinant, encore une fois, c'est l'intervention de Marlène Schiappa pendant l'émission qui a envoyé un texto directement à Cyril Hanouna qui a été lu pendant l'émission. Marlène Schiappa qui déclare dans 20 minutes « Quand j'ai vu débarquer un militant anti-choix, j'ai immédiatement contacté Cyril Hanouna. Il a lu mes SMS en direct. J'ai notamment rappelé que l'entrave à l'interruption volontaire de grossesse est un délit puni par la loi et cela a été lu en direct. » Alors ça, c'est assez extraordinaire puisqu'on a une pression directe du pouvoir politique là, sur le pouvoir médiatique, une pression directe dans le sens de la censure et au fond une soumission puisqu'on lit les tweets de Marlène Schiappa. Le texto de Marlène Schiappa. Et en fait, ça ne correspond à rien, parce que qu'est-ce que c'est que le délit d'entrave? C'est de vouloir, sur un lieu d'opération, sur un lieu médical, empêcher un IVG d'avoir lieu. Ce n'est absolument pas le cas, puisque c'est sur un plateau de télévision, quelqu'un qui exprime ses réserves à côté d'autres personnes qui expliquent qu'elles y sont favorables. Donc on est vraiment là dans la volonté d'interdire tout débat. Alors, je dois dire que c'est gravissime sur ce sujet-là, comme sur d'autres. Car la pensée totalitaire veut interdire tout débat. Alors, elle veut interdire tout débat sur l'IVG, elle veut interdire tout débat sur le mariage homosexuel, elle veut interdire tout débat sur l'immigration. Petit à petit, on veut interdire tout débat. On est vraiment dans la construction, la mise en place d'une société totalitaire. Le débat, il doit avoir lieu sur tous les sujets. On veut interdire les débats historiques aussi. On veut interdire tous les débats. Ça n'est pas supportable. Les débats doivent pouvoir avoir lieu. Ou alors, on n'est plus du tout en démocratie et on est totalement en dehors de tout ce qui a fait la culture et la civilisation européenne au cours de plusieurs dizaines de siècles. Et pour conclure cette revue de presse que je fais sur ce sujet, Famille Chrétienne qui pose cette question, le débat sur l'avortement sera-t-il bientôt interdit? Et Famille Chrétienne, en tout cas Antoine Pasquier, qui a regardé ce passage, pose cette question et se dit « Mais oui, en fait, c'est juste la résurgence de ce délit d'entrave au numérique. » Et il dit, bah voilà, en fait, ça a été poussé comme tel et aujourd'hui, on voit la réalité de ce délit d'entrave qui est d'interdire tout débat sur cette question. Il y a aussi, c'est lié aussi avec la volonté du gouvernement de réglementer davantage la liberté d'expression sur Internet, etc. Et alors, Jean-Yves, je vais vous pousser à faire un parallèle. Je veux dire, une femme en burqa, si je ne me trompe pas, en tout cas, c'est interdit par la loi dans l'espace public. Un militant qui se définit lui-même comme IVG sceptique ou alors défini par Marlène Schiappa comme anti-choix, est-ce que c'est puni par la loi? J'ai l'intervention de la politique d'un côté, pas d'intervention de l'autre côté. J'ai le sentiment de voir un problème. C'est assez extraordinaire puisque, bon, on est dans un déséquilibre absolu. Parce que d'un côté, il y a quelqu'un qui émet une opinion avec lequel on peut être d'accord, avec lequel on peut ne pas être d'accord, mais c'est une opinion. C'est une opinion. Et vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de ce débat, on est dans une logique d'éradication. D'éradication, c'est-à-dire qu'on vise à interdire. Bon, purement et simplement, on vise à interdire quelque chose de légal. Par contre, on ne réagit pas à une infraction, puisque la présence, la burqa, est interdite dans l'espace public. Alors, mais c'est une chaîne privée, C8. C'est une chaîne privée, mais dont l'accès au plateau est public. Bon, indépendamment du fait qu'elle a tout un tas d'autorisations pour émettre, mais l'accès au plateau est public. Donc on est dans un espace public. Sur une émission de ouvert ce au type, public, en tout cas. On est dans un espace ouvert au public. Et donc, l'infraction est constituée. Elle n'est pas poursuivie. Ça, c'est l'opportunité des poursuites. Hein ?
Ça, c'est l'opportunité des poursuites. Elle n'est pas poursuivie. Bien. Et Marianne Schiappa n'a pas réagi. Mais elle ne suscite même pas de réaction. C'est-à-dire que, en gros, ce qu'on veut nous faire admettre, c'est qu'il est interdit d'avoir une opinion critique sur l'avortement, et en même temps, c'est très macronien, qu'il est interdit d'avoir une expression critique sur la burqa, même si son port en public est interdit par la loi. Jean-Yves, passons au tweet de la semaine. Le premier tweet que je vais commenter, c'est la photo de Paris Match de 1973 qui présentait l'avortement comme un meurtre. Et, jolie transition, en tout cas, avec la dernière partie. Ça montre bien comment les idées évoluent, et c'est ce qu'on appelle aux États-Unis la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire une idée qui va être scandaleuse dans un premier temps, va ensuite devenir tolérée, recommandée, et bientôt il va être interdite de la critiquer. Je m'explique. La couverture de Paris Match de 1973, c'est une couverture qui est dans une logique quand même d'interdiction, ou en tout cas d'opposition à l'avortement ou à la banalisation de l'avortement, puisqu'on présente la vie d'un fœtus de 40 jours. Ça, c'est la position de Paris Match en 1973, avant d'ailleurs la loi Veil. Là, dans ce qu'on a vu dans la séquence précédente, donc à l'époque, c'est dans l'interdit. L'interdit. Aujourd'hui, c'est l'interdit de critiquer ce qui était interdit hier, c'est le déplacement de la fenêtre d'Overton. Il y a beaucoup de sujets où l'opinion autorisée et l'opinion dominante ont beaucoup changé. Ça mérite réflexion. Hier d'ailleurs, Paris Match montrait des photos de fœtus. Aujourd'hui, Paris Match montre un couple homosexuel avec 2 filles issues de la PMA. Voilà. GPA, absolument. Autre petit commentaire, là aussi, mais là c'est assez intéressant, c'est le CSA s'est fait bâcher par le Conseil d'État qui a cassé une de ses décisions par laquelle le CSA a fait des remontrances à une radio pour des propos d'Éric Zemmour. Et alors c'est très intéressant parce que Éric Zemmour avait exprimé des opinions critiques sur les politiques antidiscriminatoires. Là encore, c'est une opinion. Et le CSA avait condamné l'expression de cette opinion au motif, et ça c'est très intéressant, que le CSA fait signer aux radios, aux télévisions des chartes dites de déontologie qui sont en fait des obligations de propagande. Et il y a dans les chartes que les radios doivent signer l'obligation de faire la propagande pour les politiques antidiscriminatoires. Et donc, en donnant la parole à Zemmour, qui était critique là-dessus, le CSA considérait que la radio en question n'avait pas respecté sa charte qu'elle avait signée, sa convention plus exactement, avec le CSA. Alors là, le Conseil d'État
qui n'est pas toujours très bien inspiré, a quand même dit « halte là, halte au feu ». Il y a quand même un minimum de place qui doit rester à la liberté d'expression. Dernier point, parce qu'on tourne toujours autour de la liberté d'expression. Il y a un numéro de Marianne qui pose la question un peu nette des mauvais aspects de l'immigration, les passeurs, le coût, etc. Et ils sont recadrés par un journaliste humoriste, entre guillemets, de France Inter, Guillaume Meurice, qui dit c'est quoi? C'est Valeurs Actuelles. Et ça, c'est dans l'esprit de recadrer Marianne et de dire aux gens de Marianne, attention, ne campez pas sur des positions qui pourraient vous faire accuser d'être à droite, voire à l'extrême droite. C'est le côté police de la pensée qui intervient là. Jean-Yves, passons à la 5e et dernière partie, l'enquête Inch'Allah, des journalistes avec un train de retard. C'est l'enquête menée par 2 journalistes du Monde, Davé et L'Homme, Inch'Allah, l'islamisation à visage découvert. Dans le journal Marianne, eh bien, le livre est considéré comme un livre rigoureux, mais qui documente une réalité sur laquelle de nombreux témoins lancent l'alerte depuis longtemps. D'où le titre, avec un train de retard. Les journalistes sont invités sur France Inter et puis ils évoquent des situations qui paraissent comme alarmantes. Tout simplement, il s'est avéré que la PJ, effectivement, le Seine-Saint-Denis, un peu plus de 100 enquêteurs, faisait un pot régulièrement avec tous les effectifs qui étaient présents. Et il se trouve qu'au fil du temps, mais très récemment plus particulièrement, il y a eu une frange de la Seine-Saint-Denis, de la PJ de Seine-Saint-Denis, qui a dit concrètement là c'est compliqué, on n'a pas envie de manger du porc, on n'a ensuite pas envie que ce soit des femmes qui s'occupent du barbecue et qui touchent les saucisses, etc. etc. On retrouve des recensions de cet ouvrage dans quelques médias, notamment Spoutnik, Inch'Allah, l'enquête coup de poing sur l'islamisation de la Seine-Saint-Denis. Dans Valeurs Actuelles, Inch'Allah, une enquête choc dénonce l'islamisation de la Seine-Saint-Denis. Et je l'ai dit, Marianne, Spoutnik, Valeurs Actuelles, et puis c'est à peu près tout. Il y a eu France Inter, évidemment, que j'ai passé, mais c'est à peu près tout. Il suffit de prendre Google Actualité, il reste Brésinfo, qui fait partie de la réinfosphère. Et puis là, je vois en bas l'Obs. Alors, allons sur l'Obs, prenons cet article. Gérard Davé et Fabrice Lhomme, prof d'investigation. On évoque cet ouvrage, mais sur l'angle de l'investigation. Idem dans la croix, la plume dans la plaie ou les coulisses de l'enquête journalistique. Si vous me permettez un petit commentaire quand même, Hervé, parler d'investigation pour découvrir l'islamisation de la Seine-Saint-Denis en 2018, c'est quand même se moquer du monde, parce que l'islamisation de la Seine-Saint-Denis, elle est ancienne, elle est profonde, et beaucoup de gens ont alerté sur ce sujet. Riposte laïque, vigilance halal, que sais-je encore. C'est un phénomène majeur. Il y a même eu des rapports. Il y a un rapport d'il y a une dizaine d'années, officiel de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, qui posait la question de l'islamisation à l'école. Tout ça est ancien. Parler d'investigation pour l'islamisation en Seine-Saint-Denis, ces types-là sont des blagueurs. Investigation, pourquoi? Parce qu'ils sont allés sur le terrain à la rencontre de nombreuses associations, à la rencontre de nombreuses personnes. Donc oui, moi je soutiens le fait qu'il y a malgré tout une investigation. On va dire une enquête. Une enquête, voilà. Fabrice Lhomme, l'investigation journalistique ne s'apprend pas dans les livres, mais sur le terrain, c'est sur Pure Média. Encore une fois, on retrouve cet angle qui est, on n'aborde pas sur le fond, on aborde sur la forme, c'est-à-dire les méthodes qui ont été employées pour écrire ce livre. Et on va le retrouver, pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a eu un film qui a été tourné pendant l'investigation, ou comme vous aimez le dire, pendant l'enquête. Ouais, l'investigation... Est-ce que ça vous pose un souci de faire un livre là-dessus? Voilà, sachant que nous, ce qui nous intéresse, c'est les zones d'ombre, c'est les zones noires. Donc c'est vrai que c'est une volonté qu'on vous impose en quelque sorte et qui n'est pas forcément la vôtre. Donc dans ces cas-là, il faut le dire. Voilà. À mon sens, si on s'en tient juste à l'islam progresse. Et là, je prends sur moi. Je prends sur moi ce que je peux pas, parce que c'est des gamins quand même pour moi. Donc j'ai une responsabilité par rapport à eux. Je peux pas les mettre plus bactères. Oui, alors c'est quand même intéressant parce que le fait de parler de la manière dont l'enquête s'est faite, ça permet d'éviter de poser les questions que l'enquête pose. Et surtout, ça évite de poser la question des solutions.
Parce que s'il y a une islamisation massive en Seine-Saint-Denis, y compris dans les services publics, l'école, la police, et j'en passe, on fait quoi? Et ça, on n'en fait rien. Parce que tous les hommes politiques qui ont tenté de réagir, ou tous les hommes de médias qui ont tenté de réagir, jusqu'ici, ont été diabolisés et interdits de parole. Donc là, pour le moment, on est encore dans le rideau de fumée. L'enquête est décrite comme extrêmement factuelle. Pourtant, moi, en écoutant cette interview sur France Inter, il y a un passage qui m'a quand même bien choqué. Un ancien terroriste du 13 novembre 2015. Nous, on fait aucun lien, bien sûr, entre le djihadisme et l'islamisme. Hein. C'est aucun lien entre le djihadisme et l'islamisme. Si, s'il n'y avait pas d'islam, il n'y aurait pas d'islamisme, et s'il n'y avait pas d'islamisme, il n'y aurait pas de djihadisme. Ce qui ne veut pas dire que tous les musulmans sont djihadistes. Mais tous les djihadistes sont musulmans, tous les djihadistes sont islamistes. Voilà, c'est un fait. Donc dire qu'il n'y a pas de lien, c'est parce qu'on ne veut pas voir les problèmes. Et puis le djihadisme n'est qu'un problème. L'islamisation, même s'il n'y avait pas le djihadisme, elle poserait un problème considérable à la société, à la nation française, même sans djihadisme. Jean-Yves, c'est la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un coup de chapeau à rendre? Eh bien, écoutez, non, il n'y aura pas de coup de chapeau à rendre, mais il y a une petite nouvelle à donner. C'est que la semaine prochaine, nous ne serons là, ni vous, ni moi, mais bien sûr, Immédiat aura lieu avec Michel Geoffroy et un interlocuteur que vous découvrirez la semaine prochaine. C'est la surprise. Écoutez, c'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur VK, si vous êtes sur VK. Et puis continuez à nous envoyer les informations que vous voyez à travers votre propre veille médiatique à l'adresse i-media@tvliberté.com. Jean-Yves. Eh bien, rendez-vous avec Immédiat la semaine prochaine avec Michel Geoffroy et l'animateur surprise. Et rendez-vous pour nous deux avec vous dans 15 jours, dans 2 semaines plus précisément.